Bon matin. Et aujourd'hui, dans le fond, je veux faire un exemple avec l'automobile. L'exemple en rapport avec un peu les facultés humaines, notre façon de se comporter, aussi les technologies, puis l'entre-deux. Il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse dans l'entre-deux parce que c'est facile de couper court puis de faire pas de zone grise. Technologie, tu sais, comment fonctionne l'auto autonome ou tout ce qui est automatique, puis toutes nos aides dans la conduite, puis l'humain, puis on sépare ça là, comme s'il n'y avait aucune zone grise. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y en a une sacrément de zone grise à part de ça. Puis la zone grise, c'est toujours là que ça plante en passant. Puis j'adore l'aéronautique, puis tout ce qui a rapport avec les crashs d'avion parce que j'apprends là-dedans, puis je considère que ça, c'est toujours intéressant. Parce qu'il y a toujours multiples facteurs. Puis aujourd'hui, je vous fais un exemple. Je vous en donne un parce qu'il m'a impressionné. Parce que, tu sais, j'écoute m'aider puis ces crashs-là puis ces affaires-là depuis longtemps. Mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment bon parce que il est, euh, il est saucé, là. Je veux dire, il y a eu 6 erreurs au moins. Puis les 6 erreurs étaient mineures. Et la ligne d'erreur est parfaite. Et t'enlèves une seule erreur, il n'y a aucun crash. C'est vraiment spécial. Puis ça fait en sorte que dans la vie, c'est un peu de même aussi. Puis je vais vous montrer, tu sais, on va se rabattre sur la route après. Vous allez voir la différence. Fait que le crash, j'y vais assez vite. J'essaie d'aller vite. Vous savez comment est-ce que c'est. En gros, c'est simple. C'est un gros porteur, c'est un avion assez gros. Fait que t'as un pilote, copilote, mécanicien. Tu sais, mécanicien, c'est un gars qui check les cadrans en arrière et ça n'a pas grand-chose. C'est un gros avion. Ils font un arrêt pour aller tanker finalement à une des îles, je pense, aux Açores. Puis, donc, c'est quand même de routine. Là, tu sais, avant d'aller, je pense qu'ils finissaient à Punta Cana ou je me souviens plus quelle place, mais tu sais, ils finissent en Amérique centrale. Ça n'a pas rapport dans l'histoire finalement. Fait que là, ils vont tanker tout ça, puis c'est de quoi de banal. Fait que là, ils s'approchent, puis en gros, bon, un équipage d'expérience pour le mécano qui sert à rien, puis le pilote principal. Le gars à droite, c'est un copilote, puis lui, il a quelques semaines, fait qu'il est plus vert, on s'entend. Puis, bon, ça a une importance dans l'histoire parce que lui, il va faire des choses, puis ça va être des erreurs mineures, puis ça va vraiment être un problème là, dans le dossier parce que personne, justement, va pouvoir backer. Puis ça fait partie de, comme je vous dis, le facteur humain. Fait qu'en gros, c'est ça qui arrive, puis là, il s'approche tout ça. C'est pas des journées problématiques, il fait pas super, il fait quand même beau. Sauf que sur ce style-là, il y a une montagne, puis c'est pas tout le monde le sait, fait que c'est pas une surprise. Là. Puis bon, ben comme tous les hauts de montagne, tu as des nuages qui sont là dans le haut de la montagne, c'est très très fréquent. Fait que là, en gros, c'est simple, c'est que quand tu arrives dans les nuages, comme n'importe quelle personne intelligente qui a conduit un avion automatique, faut que tu settes tes affaires comme il faut, puis parce que tu conduis aux instruments pendant que tu es dans les nuages. Tu vois pas ta montagne, mais c'est rien de spécial. Là. Même que les sécurités, c'est plusieurs centaines de mètres quand tu fais ta job. Jusque-là, ça va bien. Sauf que je t'en parle, fait que tu sais que l'avion s'est crashé, OK? Puis tu sais qu'elle s'est crashée, je t'explique, je te fais pas un dessin, je t'ai parlé de la montagne. Fait que tu viens de comprendre qu'ils ont fait ça à montagne. Fait que si on fait ça à montagne, ni une ni deux, je t'explique, je te donne un indice, ils ont volé trop bas. Puis c'est là que c'est intéressant. Parce que c'est sûr que les enquêteurs, quand ils commencent la job, c'est pourquoi ils ont volé trop bas. Puis là, c'est là qu'ils travaillent là-dessus. Fait que là, ils découvrent des affaires, mais ce qui est le fun d'un enquêteur, contrairement à moi et un autre, qui botche pas bien, il faut qu'il fasse un rapport hyper complet. Fait qu'ils vont toujours chercher à comprendre, était-ce la seule erreur? A-t-il eu d'autres erreurs? Ils savent très bien que le système d'aviation est double, triple vérifié partout. Fait qu'une seule erreur, jamais il y a de crash. Parce qu'il y a toujours de quoi pour combler l'erreur. Vous allez voir. Fait que c'est sûr que là, il y a des banalités qui se font. Approche de la tour de contrôle, il y a des contacts qui se font, puis le copilote, peu d'expérience, demande d'amorcer une descente. La descente s'amorce, puis là, je vais vous parler de la première erreur. Comble de malheur, le gars, c'est une île qui a très peu d'achalandage, 3 atterrissages par jour. Fait que, tu sais, ils sont pas setés qu'un radar tout manque d'équipement, mais c'est normal, ils n'ont pas de volume. On arrive avec cet avion-là, donc on se fie plus au gars de la tour de contrôle. Le gars de la tour de contrôle aussi est nouveau. Il est très nouveau, il est en formation. Donc, il y a une superviseure juste à côté pour checker ce qu'il fait. Et il fait bien ça, il fait son max, tout. Il annonce une descente, il dit le chiffre de la descente, puis il parle, puis il y a une réponse avec le copilote, tout ça.
après le crash avec les enregistrements, on se rend compte, première erreur très bizarre, que, tu sais, comme un CB, tu sais, quand tu parles, tu peux pas entendre et vice-versa. Tu sais, c'est un peu genre, on peut se couper la parole en même temps là, au CB. Ben, le principe, puis je sais pas aujourd'hui, mais dans cette année-là, ça marchait encore comme ça. Donc, au moment où il pèse sur son piton pour parler au pilote, au copilote et vice-versa, ça peut faire cette coupure-là. Par contre, de chaque côté, il y a l'enregistrement. Fait que si tu viens pour analyser après crash, chacun a leur enregistrement. On se rend compte alors que les deux, au moment crucial de répéter et de confirmer la hauteur, il y a eu carrément discussion en même temps. Fait que se sont même pas rendus compte qu'ils se sont coupés la parole. Donc, il y a eu une erreur de chiffre. Ça veut dire qu'à la base, l'avion était instantanément 300 pieds plus bas. Il y en a un qui voulait 900, puis l'autre, finalement, il est en train de chauffer à 600 pieds. Fait qu'on avait la première erreur. Ce qui est intéressant, compte de malheur, comme je vous dis, au moment qu'il y a eu ça, la superviseure a fait l'erreur. Il y a 3 atterrissages par jour. Elle a décidé de prendre l'appel. Fait qu'il y a eu un appel à décrocher. Donc, elle a lâché la supervision. À ce moment-là, le fameux contrôleur nouveau, il n'a pas entendu la réponse de confirmation de l'autre. Il parlait en même temps. Dans les règles, il doit demander confirmation. Il l'a pas entendu. Tu devrais dire, mettons, vol 132, attends confirmation, nanana. Ou, tu sais, il faut que tu confirmes. Puis de l'autre côté, même chose. Ça veut dire qu'ils se sont pas entendus sur la dernière règle. Fait qu'en gros, tu devrais continuer, tu devrais refaire une demande pour avoir la confirmation. Ça s'est pas fait. Puis la superviseure est en train de parler au téléphone. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Pas eu de contre-vérification. Troisième erreur, le pilote entend très bien le copilote faire. Pas d'intervention. Et lui avait entendu les données, ça veut dire qu'il aurait pu même dire « Hey, c'est parce que c'est pas 600, c'est 900. » Pire encore, dans toutes ces erreurs-là, je suis rendu à 3-4 erreurs, c'est que quand ils ont fait les analyses, la préparation de l'atterrissage se fait avec un protocole clair et le protocole avait été bâclé. Dans le protocole qui a été bâclé, il y avait les approches et une carte qui expliquait toute la montagne. Et la carte, ça fait partie de, écoute, c'est un protocole clair. Puis dans le protocole, il faut que tu saches où tu t'en vas. Puis c'est quoi les dénivelés autour de l'aéroport. Et les dénivelés étaient clairs. Tu as toutes les élévations de la montagne. Ça veut dire que même s'il mourait d'une attaque cardiaque, là, le gars de la tour de contrôle, tu es censé allumer puis savoir ta hauteur. Tu lui demandes la hauteur pour être poli parce que tu veux pas mêler les autres avions autour. Mais tu es censé savoir ta hauteur idéale. Ils l'ont pas fait. Ils avaient bâclé des étapes. Donc, tu arrives au fait que c'est une autre erreur du pilote parce que c'est lui l'ultime gars qui est censé contre-vérifier ces données-là dans l'avion. Fait que personne lâche de call en voulant dire « Hey, ça marche pas, c'est pas 600. Demande de vérifier, c'est pas 600, c'est censé être 914. » Une affaire de même. Là, une autre erreur, on arrive avec le fait qu'il faut régler l'altitude. Les avions avec la pression atmosphérique, l'altitude que ça donne en dedans, c'est à condition que tu règles la pression atmosphérique comme il faut. Et ça change d'heure en heure et il faut que tu la demandes. Et le fameux nouveau qui était dans la tour de contrôle a dit 2 chiffres différents. Et le deuxième était erroné. Et ça donnait un avion, au final, quand tu te trompais, ça faisait en sorte que tu avais une erreur d'altitude sur ton avion. Et ils l'ont réglé sans poser de questions. Puis, l'avion était un autre 60 mètres plus bas, assez pour faire sa montagne. Sinon, il aurait passé flush. Et là, ça, c'était une autre erreur. L'autre affaire qui est intéressante, c'est qu'on avait à ce dossier-là le fait que le copilote a voulu poser la question au pilote et dire... Salut. Dire au pilote, il me semble que c'est un drôle de chiffre qu'il m'a dit le deuxième coup. Le pilote a complètement tassé ça en voulant dire non, il t'a dit 10 ou 27, c'est correct. Il a comme botché encore une fois sa job de pilote parce que le copilote, il est nouveau. Il est pas à l'aise. C'est pas sa force. Ça fait pas des années d'expérience.
il a demandé, il était fourré, là. Il y a eu 2 chiffres différents. Puis il s'est fait repousser du revers de la main, il a closé le dossier. C'était complètement anormal. C'est une autre erreur. Fait que là, je vous l'ai dit, ça fait beaucoup d'erreurs. J'en ai dit pas mal, mais là, c'est pas fini. Dans les enquêtes, il y a les rubans, ils entendent le son d'une voix d'une femme dans le cockpit. C'est encore pire. Là, ils disent, c'est-tu une niaise? Là, ça fait une tonne d'erreurs, ils ne savent plus quoi dire de ça, là. Ben, écoute, normalement, c'est des règles, ça aussi. L'hôtesse d'alerte est encore là au moment de l'atterrissage. Elle dit quoi comme, hey, c'est cute, on voit la tête de l'île ou je sais pas quoi. C'est parce que ça, c'est une autre règle violée. Normalement, tu es en atterrissage, le cockpit doit être stérile. Il doit y avoir aucune personne autre que les personnes responsables de l'atterrissage, avec aucune discussion non essentielle. C'est une règle essentielle, c'est important, c'est même illégal. Ils peuvent se faire virer pour ça. Ça aussi, ça a été transgressé. Fait que là, la nonchalance, je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs bugs parce que à la base, il y a ça. Mais là, c'est pas ça. L'avion donne enfin une chance de se rattraper. Il reste 7 secondes avant de planter. L'avion, goes up. L'avion call, il y a des avertissements. Écoute, en gros, ce que ça veut dire, c'est que tu es tellement bas qu'il faut que tu mettes les gaz au maximum, tu lèves le nez, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu remontes. Il y a un bug, c'est trop bas, tu es trop bas, puis tu vois pas encore la piste. Fait que tu peux pas dire j'achève, j'ai la piste là, tu la vois pas. Fait que là, c'est un autre bug. Mais sais-tu quoi? Ce bug-là, il a été ignoré aussi. Fait que là, les enquêteurs ont continué, puis ils se sont rendus compte que dans le fond, la formation des pilotes était faite sur un mauvais simulateur, puis qu'à chaque fois, le simulateur faisait ça. Goes up, goes up. Puis le gars de la formation faisait « Ah, occupe-toi pas de ça, il fait tout le temps ça. » Fait que les pilotes étaient formés à ignorer les avertissements, là, en voulant dire « Regarde, occupe-toi pas de ça, les avions font toujours ça. » Fait que la dernière avertissement qu'il aurait pu dire au gars « Hey, crif allumé, ça remontait le nez. » Ah, ça n'a pas marché aussi. Et tout le monde s'en crissait. Fait qu'il y a eu, écoute, on a une accumulation d'à peu près 7-8 ans. Il y a eu à peu près 7 chances différentes de faire un switch puis de corriger le problème. Donc, le bon Dieu leur a donné une sacrament de chance. Non, ils se sont vissés dans la montagne. Puis, c'est triste, mais c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire avec ça? Tout ça pour vous dire comment ça fonctionne dans l'automobile, c'est qu'on est pareil. Quand vous faites de quoi, vous fonctionnez, vous avez un comportement humain, puis c'est toujours là que ça va planter. Et surtout, ce qui est le fun de dire, c'est que c'est assez rare que les technologies sont vraiment plantées. Ça va arriver. D'ailleurs, un jour, je vais vous parler du 737 MAX, puis ça va être drôle en tabarnak. Ça, c'est un autre dossier. Mais dans le dossier normal de la technologie, quand c'est fait, souvent, il y a tellement d'années de tests que la technologie est relativement fiable. Ce qui n'est pas fiable, par contre, c'est que l'humain, en général, dans sa voiture, il se force pas à comprendre ces technologies. Il est pas au courant de c'est quoi qu'il conduit. La plupart des gens ne connaissent pas les options de voiture. Vous êtes la plupart du temps de mauvais conducteurs parce que vous connaissez mal vos voitures, vous connaissez même pas vos témoins. La plupart des gens ont jamais fait de test de contrôle ou de perte de contrôle avec leur voiture, ne savent pas comment fonctionne, c'est quoi vraiment le fonctionnement propre de leur ABS, par exemple, ou de toutes leurs options qui sont importantes au niveau de la maîtrise automobile. Et c'est là que je veux en venir aujourd'hui. L'humain, c'est une chose. Vous pouvez être fatigué, nonchalant, stressé, distrait, parler aux enfants en arrière, puis vous les connaissez. Je pourrais nommer des centaines, jouer d'un poste de radio. Je pourrais nommer des centaines de problèmes que vous avez en tant qu'humain. Mais le problème que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que dans la zone grise, vous avez une interprétation souvent ou une mauvaise façon d'appliquer votre technologie. Ça veut dire la technologie et vous, c'est le match entre les deux qui est une catastrophe. Puis ça vient même brimer, ça gâche l'effet d'une technologie qui pourrait être bonne. C'est un peu ça le principe que je voulais vous dire aujourd'hui. Fait en gros, si vous voulez vraiment maximiser votre sécurité, d'être au-devant ou rentabiliser ce que vous avez acheté, ben je vous conseille d'ouvrir le livre du constructeur et de commencer à comprendre ce que vous conduisez. Puis c'est un peu ça le problème. Ces gars-là que je vous parle, ils ont craché parce qu'ils ont mal utilisé le stock, mal utilisé le protocole, puis pas cru les avertissements de l'avion qui étaient bons. Ça veut dire qu'ils se sont sacrés bien raides de tout ce qu'il y avait autour d'eux qui étaient les aides qui les auraient sauvé la vie.
Et aujourd'hui, c'est ça qu'on a constamment dans l'automobile. Puis si je faisais une enquête sur chacun des crashs qu'il y avait sur la route, ben j'aurais une tonne d'affaires à dire contre vous. C'est très, très rare que c'est l'auto qui est en cause. C'est souvent le conducteur. Malheureusement. Dans certains cas, le conducteur payeur qui a négligé des entretiens, exemple des pneus finis. Puis dans d'autres cas, vous, en termes de connaissances et de capacité à conduire adéquatement. Portez le chapeau s'il vous fait, parce que vous comprenez que je vous parle en général, mais qu'il y a certaines personnes qui sont particulièrement impliquées, d'autres non. Mais c'était quand même aujourd'hui, moi je trouvais ça intéressant de faire le comparatif avec l'aviation. L'aviation, c'est des protocoles clairs qui vont toujours avoir plusieurs sécurités pour éviter un crash par une erreur. Dans l'automobile, on est plus libertin que ça, mais c'est quand même intéressant de voir que vous pourriez avoir une discipline et dans cette discipline-là, vous pourriez éviter le pire, puis probablement justement cette façon de faire, de vous sécuriser ou d'être moins négligent pourrait vraiment améliorer et éviter les accidents. Aujourd'hui, on a toujours mis sur le dossier des constructeurs de votre sécurité, puis les airbags, puis de plus en plus, il faut que ça soit sécure, il faut que ça soit sécure. Mais de votre côté, vous ne savez pas chauffer. Puis je trouve ça intéressant de dire ça. En terminant, je vais vous donner un exemple de pourquoi vous ne savez pas chauffer. À un moment donné, les Toyota ont eu plusieurs années où le gaz collait, qui disait. Il y a eu des affaires de problèmes avec un module de cruise control, puis écoute, l'auto ne voulait pas s'en aller du cruise, puis là, les clients étaient là, puis on a vu des vidéos filmées là, du monde qui se filmait en train des vidéos d'1 minute 10, je ne sais pas combien de temps, puis là, l'auto accélérait, puis là, le monde était dans l'auto. Non, c'est parce que je m'excuse, mais rendu là, moi, tu mérites de mourir, là, parce qu'il y a à peu près 500 affaires à faire avant de te rendre à 160 km/h, comme mettre le bras au neutre, couper à la clé, te tasser sur un garde-fou pour laisser breaker l'auto avec une friction mécanique. Je peux en nommer. Je veux dire, il y avait 500 affaires à faire au lieu de crier puis de mettre ton téléphone à record. J'arrête ça là. Ça pour te dire que c'est souvent... Vous êtes autant le problème que la solution. C'est assez simple, ça. Je vais y aller de même. J'ai un café à aller prendre. Salut.